Je suis à la page 19 du chapitre 16, à la section 6, où ce qu'on va maintenant discuter du travail effectué par une force variable. Jusqu'à maintenant, lorsqu'on avait des déplacements, qu'on calculait le travail effectué lors d'un déplacement, on avait toujours une force constante. Même quand on était en cinématique ou en dynamique, rarement on a utilisé des forces variables. On avait un objet qui se déplaçait, on dessinait le vecteur force, puis c'était le même vecteur force du début à la fin du déplacement. Ici, nous sommes dans une situation où quand l'objet avance ou recule, quand l'objet se déplace, le vecteur force change avec le déplacement. Okay? On pourrait faire une démonstration mathématique qui montrerait que si on veut calculer le travail, lorsque la force varie en fonction de la position, le travail se calcule en faisant l'intégrale de la fonction force sur dx. J'embarque pas là-dedans avec tous mes groupes, là. Donc, si je n'en ai pas parlé de façon spécifique, c'est la définition. Dans les faits, si j'ai cette situation-là et que je voudrais calculer le travail, ce que je vais probablement faire, parce que je suis vraiment pas friand des intégrales, je vais probablement faire une solution graphique qui donne quand même d'excellents résultats. Okay? Faut comprendre le graphique qui est dessiné ici. Donc, sur l'axe des Y, j'ai la valeur de la force. Sur l'axe des X, j'ai la position X de l'objet. Donc, j'ai la force en fonction de la position. Puis on voit que la force, c'est le trait foncé qu'il y a ici. La force était constante entre la position X initiale et une certaine position. La force était constante. Après ça, la force a diminué. L'objet continuait de se déplacer sur l'axe des X. La force a diminué, est même devenue négative, c'est-à-dire que la force était vers l'arrière. La force était constante, mais vers l'arrière. Et je suis rendu à ma position finale et la force tombe à 0. Donc, le vecteur force a changé de longueur pendant le déplacement. Okay? Premier exemple qui nous est montré, on dit si la position finale est plus grande que la position initiale, fait que l'objet a avancé vers l'avant. Je crois que ça va être le même principe, même si l'objet aurait reculé. On va calculer le travail en faisant des calculs d'air sous la courbe. Ce que c'est par définition une intégrale en mathématiques, là. C'est calculer de façon précise l'air sous la courbe. Ben, dans plusieurs situations, un calcul d'air précis se ramène à faire de la géométrie, additionner des aires de triangle, plus des aires de rectangle, etc. Donc, le travail total fait par la force entre le début du déplacement et la fin du déplacement, je vais le séparer en deux aires ici, parce que j'ai changé de côté de la courbe, si on veut. Fait que je vais avoir ma première aire pour laquelle je fais le tour présentement. Ça, je vais appeler ça W1, ma première aire. Et la deuxième aire, que je vais appeler le travail 2, ça va être l'aire de la surface ici. Donc, ce qu'on appelle des aires de surface sous la courbe, même si on est au-dessus ou en dessous, dans les faits, c'est l'aire entre la courbe et l'axe des X, si on veut. Ce qu'il faut prendre en note, c'est que là, l'objet avance, ce qui est le déplacement normal. Mais quand on est une aire au-dessus de la courbe, on va appeler ça une aire positive. Donc, l'aire 1 serait positive. Et l'aire 2, qui est en dessous de la courbe, elle va être négative. Donc, ici, j'aurai un travail négatif, si on veut, puis je ferai mon calcul d'air en considérant pas que c'est négatif. Là, je vais additionner probablement un rectangle plus un triangle. Donc, je fais de la géométrie pure, mais j'oublie pas que c'est négatif. Le résultat que je vais obtenir, je vais considérer qu'il est négatif. Ce qui revient à écrire que dans ce cas-ci, j'aurai R1 moins R2. Donc, je fais purement de la géométrie, je vais avoir le travail fait par cette force-là. Pour avoir exactement la même situation, j'ai le même dessin, là, sauf que j'ai oublié de mettre ici la courbe en plus gras là, pour montrer vraiment la courbe de force. Et donc, j'ai les mêmes aires, mais l'objet a commencé ici et l'objet a fini ici. L'objet recule, okay, dans l'espace. Je vais faire le même principe, je vais calculer mon travail en faisant des calculs d'air. Donc, je vais avoir encore deux aires à calculer, l'air 1 puis l'air 2. Mais là, contrairement à tantôt, quand j'étais au-dessus de la courbe, je considérais que c'était du travail positif. Bien, cette fois-ci, je vais considérer que c'est du travail négatif parce que je suis en train de reculer. Là. Si on ferait une démonstration mathématique, on verrait là, que le delta X serait négatif. Donc, c'est un signe qui est lié un peu à notre delta X, si on veut. Okay? Donc, j'aurais moins l'air 1, puis plus le deuxième travail, ben lui serait plus R2, même s'il est en dessous de la courbe, étant donné qu'on recule, on inverse le signe. Évidemment, en bout de ligne, ça va faire R2 moins R1. Okay? En bout de ligne, c'est juste le signe qui a changé entre les deux situations, ce qui est normal. J'ai un objet qui avançait et un objet qui reculait.
Et on pourrait même appliquer ce principe-là à 3 dimensions. Je réserve ça juste à certains groupes.